Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Retour sur la chaîne Basket Session, Shai, un CQFR. On va évidemment commenter la liste des Bleus, des 12 Bleus pour les Jeux Olympiques. L'équipe de France, Vincent Collet et son staff ont choisi. Les deux derniers coupés sont Théo Malédon et Elio Kobo. Ça nous donne une liste de 12 que je vais te donner et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc parmi les meneurs, je vais reprendre ta liste, ce que tu as écrit. Donc Andrew Alexis, Franck Nilikina, Mathieu Strazel. Pour les arrières ailiers, Nicolas Batum, Isaiah Cordigné, Bilal Koulibaly, Nando De Colo et Evan Fournier. Et pour les intérieurs, Rudy Gobert, Mathias Le Sort, Victor Wembanyama et Gershon Yabusele. Bah écoute, cette liste, elle est quand même, elle est intéressante. Elle donne pas mal d'espoir, je pense, pour la compétition. Après, est-ce que c'est motivé? Est-ce que ce que je dis là est motivé par le bon match que les Bleus ont fait contre une Allemagne pas complètement au complet? Et ce qu'on a vu notamment au niveau des intérieurs très très dominants, je sais pas. Mais globalement, la liste, elle est, je la trouve bonne. Parmi les surprises, pour quelqu'un de très extérieur à la Betclic Elite, qui a vu jouer Mathieu Strazel quelques fois quand même, et je l'ai toujours trouvé bon. Je n'étais pas certain au début du rassemblement qu'il serait là, et au final il est là et bien là, et Vincent Collet a pris encore un joueur qu'il connaît bien, donc il en avait beaucoup parlé de Mathieu Strazel. Il avait dit que que c'était une des grosses satisfactions pour lui cette saison. Donc Mathieu Strazel en surprise. Pour le reste, c'est relativement conforme à ce à quoi on s'attendait par rapport aux blessures, aux absents, au projet de jeu sur la défense. Isaiah Cordigné, par exemple, qui va enchaîner une deuxième compétition de suite, qui mérite sa place, je pense. Et autour, les débutants, Bilal Koulibaly et Victor Wembanyama. Je trouve que la liste, elle m'a l'air équilibrée, elle m'a l'air très axée, comme l'a voulu Vincent Collet, sur la défense. Et ouais, il y a un peu de tout. Peut-être que le secteur à la main, ça peut peut-être intriguer un peu, parce que entre Andrew Albici qui revient, Mathieu Strazel qui débute, Franck Nilikina qui a très peu joué, ça peut peut-être interroger un peu. Mais sinon, globalement, ouais, moi j'aime bien la liste. Ouais, moi, la surprise un peu pour moi, c'était Albici. Maintenant, ce que disait Théo a du sens, voilà, sur l'expérience. C'est le mec qui acceptera peut-être de pas jouer, par exemple, notamment. Strazel, bon, bah voilà, il a gagné le rôle du dynamiseur. Ouais. Il y avait un peu une place, on savait qu'il y avait une place à aller chercher en termes de joker entre Malédon, Okobo, Nadir Ifi. Et au final, il a pris un joker presque défensif, mais un mec qui va mettre de l'électricité, mais en défense avec Strazel. Après, j'aime bien la liste. L'équipe de France va être très forte. Wembanyama, c'est marrant, c'est un petit nouveau, mais tu sens que toute l'équipe tourne déjà autour de lui. C'est, c'est déjà sa sélection. Alors, vous avez peut-être vu des highlights de Wembanyama qui joue des pick and roll balle en main avec Rudy Gobert qui lui pose des écrans. Wembanyama qui a fait forte impression sur les deux matchs, sur les deux premiers matchs de préparation, il a été très bon. Cette équipe de France, elle a fait forte impression aussi d'ailleurs tout court, même si comme tu l'as dit, c'était une équipe d'Allemagne où il n'y avait pas les frères Wagner. La préparation commence bien, l'équipe est solide sur le papier. Il y a vraiment quelque chose à jouer sur ces Jeux Olympiques à Paris, et c'est vrai qu'on disait la même chose avant la Coupe du Monde, mais je pense qu'on a plus de raisons d'être optimiste qu'à la Coupe du monde, et je trouve qu'on avait déjà des raisons d'être optimiste à la Coupe du monde. Ouais. Pour le retour d'Albici, là pour le coup, ça m'a pas surpris, parce que directement après la compétition, Vincent Collet et d'autres avaient parlé ils avaient presque considéré ça comme une petite erreur de pas l'avoir pris. Il avait reconnu le déficit d'expérience, l'intensité défensive aussi qu'il est capable de mettre. Au final, tu te rappelles que Vincent Collet avait parlé du gabarit de Sylvain Francisco, qui aurait joué contre lui au moment d'être pris. Au final, dans les meneurs, on a Albici et Mathieu Strazel, mais qui ont des qualités très différentes, et ça a du sens. C'est juste que j'imagine Sylvain Francisco voir les deux meneurs qui font à peu près sa taille être pris. Non, mais évidemment, j'ai pas envie de faire comme on avait fait avant la Coupe du Monde, où on avait dit non, mais les Bleus, avec les adversaires qui en face, qui sont tous soit diminués, soit peut-être moins forts sur le papier, ça doit viser même l'or. On avait dit, on était Ouais, pour parti la sur la Coupe du médaille monde. d'or pour la Coupe du Monde, évidemment. Là, bon, avec Team USA qui est là et la plupart des stars NBA qui viennent dans leur sélection, c'est difficile d'arriver et de dire on va viser l'or, mais quand tu vois la façon dont Gobert et Wembanyama arrivent déjà à combiner, l'expérience du groupe, plus les qualités globales, ça donne envie d'y croire, ne serait-ce que pour une médaille de bronze, en fait. Juste ça, ce serait... Après, t'es à domicile, t'as forcément envie de gagner, mais il y a de quoi être optimiste. On va pas être aussi affirmatif, en tout cas, et confiant peut-être que la dernière fois, mais il y a des raisons d'espérer.
On peut parler justement un peu des Jeux olympiques, les TQO sont terminés. On a la liste définitive maintenant des équipes qualifiées. On a les groupes. Donc la Grèce a fini par battre la Slovénie avant ensuite de battre la Croatie, tout ça en Grèce et la Grèce s'est qualifiée. On a vu tu as peut-être vu cette scène avec Yanis qui était Ouais. ému de devenir un Olympian. Ouais, devant son fils, qui brandissait des pancartes, Paris 2024, Ouais. Donc la Grèce qui rejoindra l'Espagne, elle aussi qualifiée à domicile. L'Espagne, on rappelle ce groupe de la mort, Canada, Australie, Grèce, Espagne. Ça va ça a donner aucun sens. des matchs assez extraordinaires dans ce groupe A. Je crois que c'est le groupe A. Ouais, c'est le groupe A, ouais. Ouais, la Grèce, donc l'Espagne qui se qualifie. Le Brésil s'est qualifié et Mmh. jouera l'équipe de France. Elle sera avec donc Allemagne, Japon, France et Brésil. Et Porto Rico s'est qualifié. Porto Rico de José Alvarado qui a mené la sélection. Porto Rico qui, si je ne dis pas de bêtises, sera dans le groupe de Serbie, Team USA et le Soudan du Sud. Exactement, c'est ça. Bah, bon, et oui, le groupe A, c'est le groupe de la mort, clairement, hein. Les matchs, ils vont tous être au couteau. C'est difficile avant le début de la compète, de dire qui va sortir de là, alors que dans les autres groupes, il y a des favoris assez clairs quand même. Si tu regardes chacun, enfin, on peut supposer que la France et l'Allemagne vont sortir du groupe, de leur groupe, la Serbie et les États-Unis. Bon, voilà. Le groupe A, j'ai hâte d'y être parce qu'en plus, tout le monde va ramener ses joueurs NBA. Tout le monde a un groupe quasi au complet. Ça va être excitant. Yes, allez, je te propose justement, on parle de NBA, on revient un peu sur la NBA parce qu'il y a quand même la free agency qui se poursuit. Il y a eu quand même deux mouvements importants, je vais dire. Mm. Le premier, c'est évidemment celui de DeMar DeRozan. C'était un des principaux free agents encore sur le marché. On se doutait que ça allait mener vers Sacramento et c'est bel et bien le cas. Sacramento a récupéré DeRozan via un sign and trade, 76 millions sur 3 ans. DeRozan, en contrepartie, ce qui se passe, c'est qu'Harrison Barnes arrive à San Antonio, on va pouvoir en parler de ça. Mm. Un swap non protégé, un de plus pour autour de 2030 ou 2031, un swap des Kings avec les Spurs. Les Spurs pourront échanger leur choix non protégé en 2031 avec les Kings. Chicago récupère Chris Duarte et 2 second tours de draft. Je crois que c'est Ouais. ça. Mais Ouais, donc c'est ça. DeRozan qui vient former un middle tree, j'ai envie de parler comme ça. Middle three. À l'échelle actuelle de la NBA, en tout cas, il y a 3 All-Stars du côté de Sacramento maintenant. Il y a De'Aaron Fox, DeMar DeRozan et Domantas Sabonis. Ouais, mais je m'attendais, enfin, je me doutais qu'un jour DeRozan jouerait en Californie, mais je pensais que ce serait à Los Angeles. C'est finalement Sacramento. C'est bien tenté de la part des Kings, hein. Je pense que de toute façon, ils voulaient augmenter leur force de frappe, ils voulaient un peu d'expérience. C'est tout ce qu'apporte DeRozan. Il y a forcément quelques questions aussi sur la manière dont ça va se passer, parce que le backcourt d'Aaron Fox, DeMar DeRozan, si c'est vers ça qu'on s'oriente, c'est pas un backcourt très shooter, par exemple. C'est pas un backcourt extrêmement défensif non plus. Mais par contre, sur la force de frappe offensive, qui a été leur atout majeur quand ils sont retournés en playoff, là, ils rajoutent encore quelque chose de ce côté-là, plus l'expérience dont j'ai parlé. Moi, j'aime assez le move, hein, finalement. Et puis, c'est bien que DeRozan sorte de Chicago. On sentait que pour un vétéran, pour un mec de 35 ans, il était encore... il est encore affûté, il enchaîne les matchs, il est très fiable. C'est bien qu'il ait une chance de jouer quelque chose, parce que Chicago est clairement parti dans une autre direction. Sacramento, de son côté, a envie de retrouver les playoffs après la déception de la saison dernière. Donc, ça me semble être un mariage intéressant. Ouais, moi je t'avoue que je vois pas trop à quoi ça sert en fait. Je vais pas être honnête, pas mentir. Les Kings, oui, sont meilleurs avec DeRozan. Ça reste un bon joueur. Maintenant, comme tu as dit déjà, il y a des vraies questions de fit. DeRozan, Fox, à la fois en attaque et en défense. J'ai l'impression que c'est devenu les Bulls de l'Ouest en fait. Ouais. C'est un trio avec 3 stars, mais tu sais pas à quel point elles sont complémentaires. Bon, après Sabonis, Fox, on a vu que c'était complémentaire. Qui a des défauts en défense. Alors les Kings, c'est évidemment plus fort que les Bulls, mais la conférence Ouest, elle est plus forte que la conférence Est. Donc j'ai l'impression que tu te retrouves un peu dans la même place, quoi, de savoir est-ce que tu peux vraiment viser autre chose qu'un premier tour de playoff. Je suis pas convaincu en fait. Ouais. Je vois pas trop. Fox, c'est Lavine, DeRozan, c'est DeRozan, et Sabonis, c'est Ouais, Vucevic. alors bien sûr, c'est plus fort, mais la concurrence à l'Ouest est plus forte aussi en fait. Donc je sais pas, je suis pas emballé des masses. Je me dis que c'est cool, mais que ça va pas. C'est des moves intermédiaires. De toute façon, c'est difficile de faire un move, enfin, pour essayer d'être vraiment, pour que ça change tout et que tu sois un prétendant au titre. Faut vendre la maison, quoi. C'est Ouais, compliqué. mais je suis même pas sûr qu'il soit prétendant au final de conférence en fait, ou même Non, non. et même, je Au vais playoff, ouais.
Non, aux playoffs, si. Je pense que ça leur assure leur passe en playoffs, ça quand même. Mais je suis pas sûr qu'ils peuvent viser le second tour, en fait. Ça va Mmh. dépendre vachement de qui y joue, de quelle blessure il y a en face. La seule hypothèse dans laquelle Sacramento peut pour moi passer un vrai cap, c'est si Keegan Murray il passe un vrai cap parce qu'il est jeune, il est encore jeune et on ne sait pas encore totalement quel joueur il peut devenir. Mais voilà, mais je trouve pas que ce move pour moi, il est très intéressant pour San Antonio en fait. Oui, C'est ce qui m'intéresse dans ce move, c'est de me dire que les Spurs, ils ont encore un swap lointain sur une équipe sur laquelle on ne sait pas trop. Encore une franchise, tu vois, ils qui sont a. forts. Ils arrivent toujours à caler des trucs comme ça dans les transactions, Les mecs leur donnent des swaps non oui. protégés. Et Harrison Barnes, encore une fois, avant le début de la free agency, on se disait, faut des pros qui peuvent t'aider, oui, mais sans impacter trop ton futur financièrement et qui ont vraiment ce côté très pro. Il y a Chris Paul et il y a Harrison Barnes, il est considéré comme un des mecs les plus pros de toute la ligue. Ouais. Ça fait des années qu'on répète, ah ouais, Harrison Barnes, c'est un modèle. Ah voilà, il arrive à San Antonio, il va aider sur le terrain, comme Chris Paul. Il va aider sans non plus complètement changer toute la donne, mais San Antonio commence à devenir de plus en plus un candidat à cette 8e place, 9e place à l'ouest, peut-être même un peu plus haut selon comment ça se déroule pour Wembanyama et Vassell. Et dans le même temps, il est là que pour un an. Il ne va pas abîmer les finances de la franchise et il va montrer l'exemple dans le vestiaire pendant un an. Moi, Et c'est si pour ça, San et si ça Antonio se que ça passe bien, m'intéresse. et si ça se passe bien et que la courbe de San Antonio en termes de progression, ça, et les ambitions notamment continuent d'aller dans ce sens-là, tu peux re-signer Barnes s'il a envie de rester. Il y a plein de choses. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, les Spurs font encore un bon coup. Du coup, je m'interroge aussi sur quel est le plafond avec cette équipe-là maintenant, parce que on n'a pas arrêté de répéter que l'arrivée de Chris Paul faisait pas des Spurs un candidat au playoff, celle de Barnes non plus, je pense. Au playoff directement, j'entends, hein, parce que je vois Oui, très oui. bien un scénario où ils accrochent le play-in. Je veux dire, il y a 10 places, Ouais, c'est ouais. possible. Si Wembanyama fait la progression, s'il continue de jouer comme ça et de progresser, on peut pas leur interdire de viser le play-in, loin de là. Mais c'est très bien juste pour la dynamique générale que de pouvoir lui mettre des joueurs d'expérience comme ça. Tu as raison, Barnes, c'est vraiment un pro, c'est vraiment un pro, et puis c'est encore un bon joueur. Je veux dire, il a été partie prenante de l'équipe quand elle a été en playoff, pas cette saison, mais la précédente. C'est vraiment un excellent joueur. Donc, plus le swap où les Spurs arrivent encore à gratter quelque chose pour la suite, c'est très bien joué. Ouais, clairement. Et tu vois, avec les renforts, avec la progression de Wembanyama, celle de Vassell, une saison à 40 victoires, par exemple, donc 18 de plus, Ce serait bien déjà. Ouais. c'est envisageable, tu vois. Autour des 40 victoires, c'est quelque chose d'envisageable. Il y a faudra voir, faut voir toutes les forces en présence encore. On n'a pas encore toutes les forces en présence. Les Nuggets, par exemple, ont signé leur premier joueur, Dario Saric. Belle recrue, même Mm. si ça compense pas, je pense, le trou laissé par Kentavious Caldwell-Pope. Évidemment, c'est pas le même poste. Faudra voir à l'Ouest. En tout cas, encore une fois, l'Ouest va être chargé. Tout le monde veut jouer, quoi. Tout À le part monde, deux à équipes, part quoi. Portland et Utah, quoi. Ouais. C'est parti comme ça en tout cas. Mais derrière, ça va être. Mais San Antonio se rapproche clairement de ce groupe et je pense peut légitimement viser le play-in si ça démarre bien. Si ça démarre bien et peut-être après le top 6, pourquoi pas? C'est pour ça que je dis qu'il faut voir toutes les forces en présence. Parce que pendant une saison, il y a toujours une équipe qui perd un joueur, des blessés, Mhm. des machins, une équipe qui va se retrouver plus bas, mais même pas parce qu'elle joue mal, mais parce qu'il y a des blessés. Donc tu sais pas encore quelles seront les opportunités laissées, mais San Et Antonio et crée il une y en belle a toujours équipe. une qui surperforme un peu aussi, type les Kings, Mmh. il y a 2 ans, enfin qui surperforme, qui surprend et qui arrive à enchaîner les victoires. Donc, je dis pas que les Spurs vont finir 3e, hein, mais c'est tout à fait possible de les imaginer. De toute façon, déjà, l'important, c'est de gagner plus de matchs, beaucoup plus de matchs, Mmh. et de montrer qu'ils sont prêts, qu'ils sont pas très loin d'être prêts, quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, on peut passer à un autre move à l'Est. Je trouve qu'un autre move que j'ai trouvé intéressant et important, c'est celui de Caleb Martin qui rejoint Philadelphie pour 32 millions sur 4 ans. Il avait refusé 65 millions sur 5 ans du Heat pour prendre 32 millions sur 4 ans à Philly. Quelque part, je pense qu'il a senti que Philly était peut-être plus compétitif ou en mesure d'être plus compétitif en tout cas. Et du coup, ouais, encore une belle recrue pour les Sixers quand même. C'est une excellente recrue parce que, enfin, faut se souvenir que lors des playoffs où ils vont en finale NBA, c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe, tout simplement. Il a complètement changé le fait qu'il soit monté en régime, ça a vraiment changé la dynamique de l'équipe. L'année dernière, on l'a moins vu, forcément, mais c'est une super recrue. Puis je trouve ça pas cher. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est Ouais, quoi, 8 millions la 8 saison? millions l'année. Bah, lui, Il, apparemment, il a cherché 15. Je pense qu'il pouvait pas avoir 15, mais il a quel âge qu'il est, Martin, là? là, tu me poses. Un truc Allez, je vais genre, dire 28 ou un truc, 27. j'allais dire pareil.
Attends, je vais te dire Caleb Martin. Après, c'est un joueur qui est parfois blessé, qui est parfois irrégulier, mais il a 28 ans. Ouais, mais c'est très bien. Enfin, tu te rends compte? C'est un très bon joueur, ouais. Ouais, mais puis il aura même pas besoin de faire autant que ce qu'il faisait à Miami, il y a 2 ans, donc c'est très bien, tu ajoutes ça dans la rotation, Philadelphie se renforce bien là, ouais, ça travaille bien. Ouais, non, clairement, les Sixers commencent à avoir un effectif, ils ont coupé Paul Reed, mais là, Mmh. si on fait de tête, je crois qu'il y a Joel Embiid, André Drummond, Ouais. donc Paul George, Tyrese Maxey, Eric Gordon? Eric Gordon, et je sais pas si Robert Covington, il y avait encore son contrat, mais donc Caleb Martin, moi j'aime bien le rookie McCain là. Je Ouais, je pense que lui, il peut contribuer un petit peu, à la marge, il peut avoir un petit quelque chose. Kelly Oubre, et il me semble que c'est tout. Mais c'est déjà bien, hein. ça commence déjà plutôt bien pour Mmh. construire une rotation, sachant qu'il y a un bon coach, il y a un GM qui sait faire des moves en cours de saison. Voilà, c'est solide pour Philly. Ouais. Écoute, je propose on peut s'arrêter là-dessus, Shai. Je crois pas qu'on ait d'autres informations en particulier dont on voulait parler. Je sais pas s'il y a quelque chose, il y avait les débuts de Bronny en J-League, mais Ouais, mais je propose qu'on il y avait parce que là, il y a Team USA qui s'est rassemblé, enfin qui comme où on commence à avoir des déclats ici et là, mais il y a LeBron qui est encore monté au créneau pour défendre Bronny. Je sais pas si tu as vu, mais c'est parce que du coup Bronny joue pas le deuxième match, a pas joué le deuxième match de Summer League, parce ouais, qu'il s'est un peu blessé et apparemment, donc il s'est un petit peu blessé au ouais, genou. il commence Ou déjà à y alors avoir des critiques et donc LeBron est ou un peu alors monté au créneau. Voilà, soit il s'est blessé au genou, soit ils se sont dit: «Bon, on va pas l'exposer parce qu'il est pas prêt». Ouais. Parce que je pense sur le pré-match, on voit Ça qu'il est pas prêt déjà pour de la J-League, quoi. J'arrive pas, tu vois, la déclat de LeBron, je la trouve cool d'un point de vue, le père qui défend son fils et tout, mais en même temps, c'est dur de contrer, les accusations de népotisme en disant que enfin, tu vois, tout ce qu'il dit est très bien, parce que je te le dis rapidement, mais en gros, il dit, «Imaginez si vous étiez un gamin dont le père était très célèbre, super riche, mais que vous aviez quand même envie d'accomplir les choses par vous-même, co je sais pas comment j'aurais géré les choses si nos rôles avaient été inversés. Si Bronny avait voulu dire stop aujourd'hui, plus jouer au basket pour devenir, gamer ou chef cuisinier, il aurait pu. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile d'en arriver là en NBA. Après une opération du cœur, le gamin est spécial». Alors je trouve ça bien, il croit en son fils et tout, mais c'est dur de se dire que bah, est-ce qu'il aurait eu un spot si son père avait pas été aux Lakers, ça, donc je suis un peu partagé sur le sujet. Je continue de souhaiter le meilleur à Bronny James en espérant qu'il arrive à montrer que c'est un vrai bon joueur de basket qui est capable de contribuer dans une équipe NBA, mais j'ai un sentiment un peu mitigé du coup. Moi, je vais pas critiquer du tout, enfin, ce que fait LeBron Mmh. pour son fils parce que je pense qu'à sa place, je ferais la même chose. Mais, par contre, oui, clairement, Bronny bénéficie d'un traitement. Les 55e tour de draft, ils se retrouvent pas. Déjà, les mecs qui font une saison comme ça à la fac, ils se font pas drafter. Déjà, Mmh. c'est la première chose, et les 55e choix de draft, ils se retrouvent pas avec un contrat où il y a plus de 4 millions garantis et en tout, c'est 8 millions. Ils ont pas une place comme ça dans un roster garanti. Encore moins, et si tu combines les 2, ce qui s'est passé à la fac plus le 55e tour de draft, enfin, Bronny est clairement, Mmh. pistonné par son père, mais encore une fois, qui ne ferait pas la même chose à sa place? Ouais. Et voilà. Voilà. Alors Il y que a Théo ouais. ouais, vas-y. Non, non, Théo dans l'oreillette qui nous souffle que là, en marge du rassemblement de Team USA, on a Kevin Durant qui est un peu blessé au mollet et qui fait pas le début de préparation, enfin qui est là, hein, mais qui va pas faire peut-être pas les premiers matchs de préparation, je sais pas, faudra voir. Mais lui aussi dit des choses pareilles où il est triste de voir les mensonges à son sujet, cette étiquette de joueur qui veut tout le temps partir. Je pense qu'à un moment, on fera sur un des CQFR ou sur un des podcasts, tout un truc autour de ce qu'on dit les joueurs de Team USA, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. J'ai appris, je sais pas, je me suis senti proche de Steph Curry ce week-end, parce que je sais pas si tu as vu, mais Steph Curry ne sait pas faire tourner le ballon autour de son doigt. Et moi non plus d'ailleurs, je sais pas le Bah, faire. tu vois, voilà, vrai Alors bowler, qu'en fait, c'est pas du tout un truc de basketteur, quoi. voilà. Mais ça me fait penser comme au foot. Moi, j'ai jamais su faire les trucs, les tours du monde et tout, quand tu fais des jongles et j'ai toujours considéré que les gens qui faisaient ça veut pas dire qu'ils étaient pas bons au foot, hein, mais c'est une autre discipline, quoi. Donc ça m'a rassuré de voir que Steph Curry, lui non plus, comme moi, ne savait pas faire tourner le ballon autour de son doigt. Mais Ça m'a rassuré. je suis d'accord avec toi, il y a le cirque et il y a le basket. Je rigole. Je dis Bah, ça, on mais peut je dis ça, mais j'aimerais bien savoir le faire, hein. Je suis pas sûr, moi, que ça m'apporte grand-chose dans ma vie de tous les jours. Au quotidien, je suis pas sûr que je me lève le matin, que je me dise quand même: «Je sais faire tourner le ballon sur mon doigt», mais
Mais bon, écoute, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. On se retrouvera de Yes. toute façon cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.